Je m'appelle Yousser. J'ai 25 ans. Je suis tout juste diplômée de l'École nationale de la statistique. Ici, j'ai appris à traiter les données, ce que tout le monde appelle maintenant la data. Les données, je sais les lire, les interpréter, et je veux m'en servir pour le bien commun. Mais avant d'espérer changer le monde, il faut comprendre d'où l'on vient. Et justement, dans mon école, il y a un sujet tabou. Elle a été créée en 1942, sous le régime de Vichy. Pas vraiment la période la plus glorieuse de l'histoire de France. Et je ne suis pas la seule étudiante que cela intrigue. C'est ainsi que j'ai décidé d'enquêter sur René Carmille, le fondateur de notre école. Parce que je lisais tout et son contraire sur lui. Pour certains, il aurait contribué à la déportation des Juifs. Ah non, en fait, selon d'autres, il en aurait sauvé. J'ai même lu que c'était le premier hacker de l'histoire. Et bon sang, je m'imaginais pas que ça allait être aussi compliqué. Mes enfants, quand ils ont su que j'allais faire un interview, ils m'ont dit « Ah non, n'y va surtout pas, ça va être encore des horreurs. Hein. » Ils étaient étonnés, là, que j'ai accepté le truc, parce que bon, ils savent les polémiques qu'il y a pu avoir. Enfin, bah, tu te remets dans un panier de crabes. Bon. Donc j'allais vous dire, mon conseil et puis que je vous donne, entrez pas là-dedans, soyez le plus neutre possible. Ceux qui parlent le plus et qui braillent le plus n'y connaissent rien. En plus de mon école, René Carmille a fondé ce qui deviendra l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et surtout, on lui doit tous quelque chose. C'est lui qui a inventé notre numéro de sécurité sociale. Et ça, personne ne le sait. Pourquoi est-ce que l'histoire l'a oublié? Est-ce que René Carmille a joué un rôle dans la politique antisémite de Vichy? Ou est-ce qu'il a, au contraire, combattu les nazis? La seule chose que je sache, pour l'instant, c'est qu'il est mort en déportation, à Dachau, à la fin de la guerre. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, reprenons depuis le début. Été 1940. Pétain signe l'armistice avec les Allemands, qui occupent toute la partie nord du pays. Tout ça, je le savais déjà. Mais ce que je ne savais pas, c'est que De Gaulle n'a pas été le seul à vouloir s'opposer à Hitler. Dans l'entourage du maréchal Pétain, à Vichy, quelques officiers réfléchissent, eux aussi, à une possible contre-attaque. Il y a un certain nombre d'officiers supérieurs qui, tout en étant favorables à l'armistice parce qu'ils ne voient pas d'autre solution politique possible, continuent néanmoins à considérer les Allemands comme l'ennemi. C'est-à-dire, là, pour l'instant, la guerre, elle est terminée. Hein, c'est ça l'armistice, c'est l'idée que la guerre en métropole est terminée. Mais il faut dès maintenant préparer comme on le peut cette revanche possible. L'étape la plus urgente, c'est le camouflage des matériels, qu'il convient de faire à chaud immédiatement et de trouver les lieux, puisque ce sont des civils qui vont abriter les caches d'armement. Et pour qu'un futur soulèvement contre l'occupant soit un jour possible, il va falloir identifier tous les hommes prêts à se battre et capables de se servir de ces armes. Alors, comment les trouver?
une personne a peut-être la solution. L'homme qui a fondé mon école, René Carmille. Il est, à ce moment-là, un spécialiste reconnu de l'organisation de l'armée. Et donc, dans la perspective de la recréation de troupes pour arriver à prendre une revanche, il apparaissait comme, je pense, comme l'homme de la situation. Alors, qui est René Carmille ? Ce polytechnicien a grandi en Dordogne, où ses parents étaient instituteurs. Il s'engage dans l'artillerie en 1908, participe à la Première Guerre mondiale, puis grimpe les échelons de l'armée pour atteindre la fonction de contrôleur général. En 1940, il est une des têtes pensantes de l'administration militaire. C'est un homme très cultivé et il a des visions politiques, disons, sur la façon dont on peut gouverner un pays. On pourrait qualifier Carmille effectivement d'intellectuel. On peut le qualifier à partir des années 20, des années 30 surtout, d'expert. Parce que Carmille a une idée, une ambition qui est très forte, c'est de rationaliser la gestion des services de l'artillerie. Donc il veut trouver des méthodes qui vont s'appuyer sur la mécanographie, donc sur un équipement, ce sont les ancêtres des ordinateurs, donc qui permettent de classer toute une série de documents. Ces machines sont les toutes premières que l'on peut programmer pour compter, trier des données et constituer des fichiers. Et justement, Carmille pense pouvoir s'en servir pour établir la liste des combattants qui formeront l'armée secrète que les officiers revanchards veulent lever en zone libre. Alors il leur propose un plan à peine croyable. Pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands, il veut créer très officiellement un service national de statistiques équipé de ces machines, qui servira de couverture à l'opération clandestine, comme il l'explique dans une note très secrète. C'est là le point secret important. Le service de la démographie générale peut préparer, dans les conditions de discrétion maxima, les plans de mobilisation générale. En clair, le premier objectif est un objectif tout à fait officiel. Il faut moderniser la statistique. Moderniser la statistique, comment ? En particulier en utilisant un matériel mécanographique que Carmille a mis au point pendant toute la période de l'entre-deux-guerres. Bon, ça c'est l'objectif officiel. L'objectif officieux, c'est de justement mettre en place tout un fichier permettant éventuellement une remobilisation de l'armée française. Et ça, effectivement, ça se fait complètement à la barbe des Allemands. Ce plan très confidentiel n'est pas seulement approuvé par quelques officiers de l'état-major. Selon le fils de René Carmille, aujourd'hui décédé, il a été accepté par Pétain lui-même. Une rencontre a eu lieu à l'été 40. Carmille est allé voir, y compris le maréchal Pétain, qui lui a dit, comme dans les romans d'espionnage, si vous vous faites prendre, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, allez-y, mais vous aurez tous les crédits dont vous avez besoin, mais je ne vous couvre pas en cas de protestation allemande. C'est fou. Pétain laisse faire un projet résistant ? Ce n'est pas l'image que j'avais de lui. Mais bon, il ne dit pas oui pour autant. Il est en pleine discussion avec les Allemands. Et en octobre 1940, il s'engage même à collaborer. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Collaborer tout en fermant les yeux sur l'initiative résistante de certains de ses officiers ? Mais à quoi joue Pétain ? Il y a un certain nombre d'officiers qui se disent que Pétain signe l'armistice parce qu'il ne peut pas faire autrement, mais qu'en son fort intérieur, Pétain veut préparer la revanche. Au fond, ils imaginent que Pétain joue une sorte de double jeu. Il négocie avec l'Allemagne et il signe l'armistice, mais en même temps, il n'accepte pas la défaite, donc il va essayer de préparer la revanche. Et donc, voilà, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Je veux dire, Pétain n'a jamais dit ça clairement. Il faut être clair là-dessus.
Toujours est-il qu'un mois plus tard, en novembre 1940, le journal officiel publie le décret fondateur du grand service civil de statistique de René Carmy, futur INSEE, qui va servir de couverture au projet secret de mobilisation en zone libre. La suite de l'histoire se passe à Lyon. C'est là que le tout nouveau service national de la statistique de René Carmy s'installe, dans 7 immeubles de la presqu'île. C'est ici qu'officiellement, il réalisera des études sur la démographie, l'économie, le travail. Carmy prend la tête d'une très grosse administration. Vichy, c'est un régime qui crée beaucoup de services, qui dépense énormément, mais n'empêche que là, on a effectivement un budget très conséquent. Il dispose de 1000 hommes, 1000 femmes et hommes, enfin beaucoup plus d'hommes que de femmes, qui sont des techniciens. Carmy s'entoure aussi immédiatement d'un certain nombre de militaires qu'il connaît bien, pour mener justement sa mission officieuse, disons. Pour produire de la statistique, son service a besoin d'engranger des données. Il va aller les chercher partout. Il fait réaliser un grand recensement en zone libre qui lui permet de poser des dizaines de questions aux Français. Il fait aussi recopier tous les registres d'état civil du pays pour établir la liste complète des Français nés depuis 1881. Les petites mains du service de la démographie se chargent ensuite de saisir dans les machines mécanographiques ces millions d'informations. Il a utilisé, lui, l'informatique pour faire quelque chose qui était très très innovant à l'époque, qui était, grosso modo, une base de données nominative d'individus. Ça paraît tout à fait banal aujourd'hui, on en a tous une dans notre agenda, sur notre téléphone, mais à l'époque, c'était vraiment le tout premier à faire ce genre de choses. La révolution, entre guillemets, Carmy, c'est que l'on a des informations nominatives qui sont tout à fait disponibles en permanence. Car ces informations nominatives, René Carmy les grave sur des cartes perforées, l'ancêtre de nos disques durs. Un trou sur une carte, c'est une information. Chaque carte peut en comporter 80. Une technologie nouvelle qui va lui donner une idée. En août 1941, son service attribue pour la première fois un numéro unique à chaque Français. René Carmy a été le premier à se dire on va utiliser un numéro qui va identifier chaque individu. Ça paraît encore une fois très banal aujourd'hui, mais voilà, c'était le premier. Quand on vous fait remplir un formulaire, vous mettez votre date et votre lieu de naissance, et c'est cette date et lieu de naissance qui sont transformés en chiffres et en numéros intangibles tout au long de votre vie, puisque chacun a une seule date et lieu de naissance. C'est ce qui deviendra par la suite, et ça, c'est un héritage non négligeable, effectivement, de René Carmy, et c'est aussi un résultat de son expertise, c'est le fameux numéro de sécurité sociale qui servira dès 1945-46. Ce numéro d'identification unique ouvre une possibilité extraordinaire. Grâce à lui, les machines de René Carmy sont capables de croiser avec facilité toutes les données qui concernent une même personne, même si elles figurent sur différents fichiers. Le but de Carmy est de les croiser discrètement pour en extraire ceux qui l'intéressent vraiment. Les noms, les adresses actualisées et les qualifications militaires des hommes situés en zone libre. Ceux qui pourraient reprendre le combat. À chaque fois, il utilise un prétexte administratif plausible. C'est pour lutter contre le chômage, qui repère les activités professionnelles des Français. Dans d'autres occasions, il crée des fichiers pour vérifier les primes de démobilisation. Les soldats démobilisés ont droit à une prime, et il y a évidemment des fraudes contre lesquelles il faut lutter. À chaque fois, il a une bonne raison pour créer différents fichiers qui ont l'air anodins par rapport à la raison cachée, camouflée, qui est de créer des unités militaires. Il y en a certainement qui ne sont pas dupes Mais bon, en 1941, les Allemands ne se sentent pas tellement menacés.
par la France. Hein. C'est plutôt l'inverse, en fait. Donc on n'a pas vraiment de crainte à avoir sur ce plan-là. Et pourtant, quelque chose se prépare. Très discrètement, chaque semaine, René Carmy peaufine sa stratégie avec l'un des officiers de l'état-major, le lieutenant-colonel Zeller. L'objectif sont les autorités militaires qui l'ont fixé au service de Carmy, c'est d'avoir une quinzaine de divisions disponibles dans un délai très court, mobilisées, prêtes à combattre. Le colonel Zeller espère que Carmy fournisse environ 300 000 fiches de mobilisables. L'objectif est ambitieux, mais très risqué. Pour y parvenir, René Carmy doit faire saisir et croiser plusieurs fichiers qui comportent chacun des millions de données. Le tout sans qu'aucune des centaines d'opérateurs et opératrices du service de la démographie ne remarque quoi que ce soit. Chacun ne connaît que ce qui le concerne et les opératrices qui gèrent les fichiers ne connaissent pas vraiment l'usage des différents fichiers ou ne connaissent qu'un seul usage. Il y a le contrôle des services allemands. Donc il faut ruser avec l'occupant qui vient vérifier ces registres, ce système, en se réfugiant derrière la technique pour dissimuler l'autre pendant de l'action. René Carmy, il a un immense avantage, c'est qu'il illustre, dans les cours que je donne à Sciences Po, la résistance du techos, de la personne qui maîtrise la technologie et qui, dans le système, va pouvoir faire acte de résistance à travers sa maîtrise de la technologie. Ce schéma, que je vais surtout pas vous expliquer, est tout simplement l'ancêtre de nos programmes informatiques actuels. Carmy en possède 2 exemplaires. Un faux, à visée civile, qu'il peut montrer aux Allemands, et l'autre, secret, qui permet le plan de mobilisation. Et c'est ça, le hack, en fait. L'un des tout premiers détournements informatiques de l'histoire. C'est Carmy qui le réalise. Un hacker, c'est quelqu'un qui contourne ou détourne une technologie pour en faire autre chose. C'est la définition la plus large qu'on peut imaginer du hacker. Donc à ce titre, ouais, René Carmy est un hacker. Et à ce titre, c'est un activiste avec un H, activiste, parce qu'il a contourné et détourné une technologie pour en faire tout autre chose à des fins de lutte et de résistance. Et le plan de René Carmy fonctionne. Il a produit le fichier des combattants. Au printemps 1942, les cartes perforées sont prêtes. Une carte, un homme. Au total, plus d'1 mètre cube de données. Son arme secrète est au point. Jusque-là, tout va bien. Carmy est irréprochable. Il a mis ses machines au service d'un noble combat. Et il voit encore plus grand avec elle. Il veut éclairer l'action de l'État grâce à la statistique. Son service y contribue déjà, c'est le futur INSEE. Et pour en former les cadres, en 1942, il crée une école, la mienne, l'ENSAE. Mais voilà, il ne s'arrête pas là. Il propose un truc fou, un projet qu'il caresse depuis quelques années déjà. Il veut constituer pour chaque Français ce qu'il appelle un carnet signalétique individuel. Conçu avec le ministère de l'Intérieur, ce carnet doit comporter plusieurs rubriques. Instruction générale et activités intellectuelles, activités professionnelles, prévoyance sociale, profil psychologique, casier judiciaire, domiciles et résidences successifs, relations avec l'étranger, et enfin, les séjours dans les camps de jeunesse. Il veut organiser un recensement permanent, c'est-à-dire pouvoir connaître à la minute, tout le temps, avec des informations qui sont des informations actualisées systématiquement, toute la population qui est la population du territoire. Le meilleur parallèle finalement avec le carnet signalétique de Carmy, c'est probablement aujourd'hui ce profil informatique, mathématique que recomposent les grandes plateformes, quand on va
sur Facebook, sur Google, sur Instagram. Il compile finalement un double informatique, un profil qui nous échappe, qui ne nous appartient pas, qui est assez opaque. D'ailleurs, c'est un miroir sans teint. Il nous voit, mais on ne le voit pas beaucoup. Et effectivement, c'est ce qui est probablement le plus proche de ce carnet signalétique aujourd'hui. Des données et encore plus de données. Certes, elles sont utiles pour identifier les mobilisables et peut-être, un jour, combattre. Mais pour les obtenir, Carmy s'engouffre dans tous les projets de Vichy. La toute nouvelle carte d'identité, à laquelle il veut ajouter son numéro d'identification, la loi qui rend obligatoire la déclaration de changement de domicile, qu'il soutient, que des projets dangereux. Là, on est en effet dans un engrenage qui est « je veux des informations pour actualiser et il m'en faut de plus en plus ». L'histoire a montré que service statistique, qu'il soit public ou qu'il soit privé, avait quand même tendance à devenir assez naturellement et assez spontanément inquisitorial, justement. C'est-à-dire que ce soit l'histoire récente des grandes plateformes, je pense à Facebook par exemple, ou que ce soit l'histoire des fichiers de police, qui ne cessent jamais de grandir. Il y a une sorte d'obésité morbide de ces fichiers où ils ne réduisent jamais la voilure, mais ne cessent de s'étendre, de s'interconnecter, de se combiner, etc. On est dans l'accumulation. On n'est jamais dans le retranchement, dans la diminution. Et donc, à partir de là, ça présente un certain nombre de dangers. Irréalisable techniquement, le projet de carnet signalétique individuel ne va pas aboutir. Le rêve de Carmy d'un fichage total de la population, réactualisé en permanence, ne se réalisera pas. De son vivant, en tout cas. Mais là, on est en 41-42. Et il y a cette question qui m'obsède et que maintenant je ne peux plus laisser de côté. Carmy a-t-il aussi voulu ficher les Juifs ? C'est en tout cas ce que des historiens ont avancé dans les années 90. La famille a pensé que la mémoire de mon grand-père était injustement attaquée, c'est tout. Moi, je ne sais pas, je ne sais que ce qui a été écrit par les uns ou par les autres. Les uns ou les autres, ce sont des historiens ou des personnes qui, comme moi, ont croisé René Carmy au fil de leur parcours. Michel Louis-Lévy est retraité de l'INSEE et s'intéresse au sujet depuis plus de 50 ans pour des raisons très personnelles. Il est né pendant la guerre et a d'abord vécu sous une fausse identité. Quand je suis allé dans une école maternelle, j'avais 5 ans, le premier nom que j'ai écrit de mon nom de famille, c'est Luciani. Et quand l'année suivante, on est revenu à Paris et qu'on m'a dit que je m'appelais Lévy, ça m'a traumatisé, si j'ose dire, et je ne comprenais pas pourquoi je devais changer de nom. Et donc, quand je suis devenu statisticien en 62-64, je me suis intéressé à est-ce que les fichiers que Carmy avait créés avaient servi à quelque chose dans la persécution des Juifs dont mes parents et moi-même, si j'ose dire, avions été victimes pendant l'occupation. Bon, je vous raconte. Dans le recensement lancé en 1941, sous prétexte d'étudier le chômage, René Carmy pose beaucoup de questions. 31 questions au total. Nom, prénom, profession, adresse. Et puis il y a la question 11. Êtes-vous de race juive ? Ce qui est intéressant quand on regarde les différents documents administratifs qui ont été constitués par les administrations sous Vichy, on se rend compte d'une chose. À de très rares exceptions près, il n'y a pas d'instruction venant de l'État de faire de la mention juif une norme intégrée dans les différents formulaires. Que quelqu'un comme Carmy choisisse de faire figurer cette information montre que lui intègre l'antisémitisme comme étant une politique d'État. Il pourrait la laisser à l'écart, personne ne l'a forcé, jusqu'à démonstration du contraire, de l'intégrer. Je crois que c'est une question qui a dû paraître, je ne dis pas anodine, mais normale, dans l'état de la législation de l'époque. Il était naturel, si j'ose dire, de poser cette question. Carmy n'en a pas fait grand-chose, pour autant qu'on sache. Ce qu'il a peut-être fait, c'est d'utiliser cette question pour des fichiers particuliers, dont celui des chantiers de jeunesse. Et dans ce cas-là, c'était pour dispenser
les Juifs à qui on interdisait d'aller au chantier de Genèse. Les résultats de cette question 11 n'ont pas été exploités parce que, au même moment, à peu près au même moment, se crée un commissariat, se crée une institution spéciale qui est destinée justement à organiser le recensement des Juifs. Donc, le plus grand danger, ce ne sont pas tant les questions de Carmi que celles de l'institution chargée d'exécuter la politique antisémite de Vichy, le Haut Commissariat à la question juive. À l'été 41, son chef, Xavier Vallat, s'apprête à recenser les Juifs. Là encore, l'attitude de Carmi pose problème. Le 18 juin, il propose ses services à Xavier Vallat, et en des termes, on ne peut plus clair. Dans le cas où le modèle des bulletins de recensement des Juifs ne serait pas définitivement établi, je me tiens à votre disposition pour réunir tous les renseignements utiles sur les Juifs et, en définitive, être éclairé exactement sur le problème juif. Trois jours plus tard, la réponse de Xavier Vallat arrive. Il est dans l'urgence et ne veut pas perdre du temps avec une exploitation mécanographique des données. Une semaine plus tard, Carmi renouvelle sa proposition. Il s'engage à en faire un traitement quasi instantané. Mais pourquoi Carmi insiste-t-il ? La réponse est peut-être à Paris, où un autre service de statistique, antérieur à celui de Carmi, essaie de lui faire de l'ombre. Pas question de se laisser doubler par ce concurrent. Lorsque René Carmi propose les services de la démographie pour exploiter le recensement des Juifs de juin 1941, Henri Boll, qui est le directeur de l'autre service de la statistique, a déjà proposé les services. Les deux directeurs de ces services de statistique défendent ainsi l'existence même de leurs services. En fait, qu'il y ait une compétition entre des administrations et que Carmi joue cette compétition-là, ça ne démontre absolument rien d'autre qu'on a affaire à quelqu'un qui veut faire briller sa propre administration et montrer l'intérêt de son administration. Il ne faut pas perdre de vue cela, c'est que chaque administration doit montrer qu'elle sert à quelque chose. Si elle ne sert à rien, alors elle peut être dissoute. René Carmi serait donc rentré dans la logique antisémite pour donner de l'importance à son service. Un jeu dangereux, car en décembre 1941, Xavier Vallat, submergé par les données, finit par accepter la proposition de Carmi. Le service de la statistique va donc s'occuper du fichier des Juifs. Mais là, contre toute attente, le traitement du fichier Vallat ne va pas aussi vite que prévu. Carmi est-il lui aussi noyé par les données ? À moins que le ralentissement ne soit volontaire. J'ai fait interroger des gens qui avaient déjà été en service pendant l'occupation, quel était leur souvenir de cette opération. Et tout le monde était d'accord, enfin il y a des témoignages concordants pour rappeler qu'il fallait ralentir au plus possible toute cette activité concernant les Juifs. Il y a des anecdotes sur est-ce que Veil, le nom Veil, qui est un nom juif bien connu, porte deux L ou un L ou deux Y. Alors on connaît Madame Veil qui, elle, est écrit avec un V. Donc ce genre de complications sur l'orthographe simplement du nom permettait d'avoir des prétextes simples pour rectifier. Qu'il y ait éventuellement une volonté, au bout d'un moment, de fausser cet instrument-là, c'est une possibilité qui n'est attestée en fait que par quelques témoignages, mais surtout qui n'est pas validée par autre chose. C'est là-dessus que butent les historiens, parce qu'il n'y a pas de traces, sauf que le témoignage des personnels qui les avaient reçus et appliqués. Me voilà perdu, presque comme au début de mes recherches. Faut-il croire à ces témoignages post-libération, difficiles à vérifier, ou rester sidéré par les lettres de Carmi à Vallat? Ralentissement volontaire ou non, en tout cas, les services de René Carmi n'ont jamais délivré de version nominative du fichier Vallat qui aurait pu être utilisée à des fins policières. Tout ce qu'ils ont produit, c'est une étude statistique sur les Juifs en France, sans le moindre nom ou prénom, remise au Commissariat général à la question juive très tardivement, en août 1944. Mais alors, comment interpréter les intentions de Carmi ? Entre la question 11, les lettres à Vallat,
ce ralentissement sur lequel les historiens s'interrogent. Les trous archivistiques empêchent de conclure complètement sur bien justement la conscience ou non des dangers de cet appareillage qui aurait très bien pu tomber au service des Allemands, ou bien d'une politique antisémite, ou bien d'une politique de lutte contre la résistance, ou ce genre de choses. C'est très difficile de conclure parce qu'on ne dispose pas, et malheureusement, je pense qu'on ne disposera jamais de l'intégralité des archives qui permettent de faire vraiment la part des choses. Peut-être qu'un jour, au fond d'une cave ou d'un grenier, on retrouvera une référence au service national de la statistique qui nous éclairera un peu plus. L'histoire n'est pas figée, et si aujourd'hui un portrait de Carmy se dessine, avec ce que l'on sait de lui, sa lecture n'est pas la même pour tout le monde. Depuis toujours, je me pose la question, est-ce que les fichiers de Carmy ont servi en quoi que ce soit à la persécution des Juifs? Ma réponse est non. Il n'a pas prêté la main à la persécution, mais je doute qu'il ait véritablement sauvé des Juifs. Tout au plus a-t-il retardé peut-être les missions du commissariat général aux questions juives, qui étaient plutôt des missions de spoliation. Il ne s'agit pas de dire que Carmy est l'équivalent de Pétain, ni que c'est la pire des crapules sous Vichy, c'est absolument pas le cas. On a affaire à quelqu'un qui ressemble à une myriade d'autres hauts fonctionnaires, qui n'a pas eu de problème dans un premier temps d'appliquer une politique qui est totalement anormale au regard de l'histoire de France, qui en 41 et en 42 fait valoir la qualité de son service, son savoir-faire, et essaye de montrer à quel point il est utile pour l'État et pour les tâches de l'État. Et ensuite, à partir de 43, on rentre dans une autre histoire. Revenons à la grande histoire. 1942 est une année de bascule. La guerre s'est mondialisée. Hitler se bat désormais contre l'armée rouge sur le front Est. Les Américains, qui sont entrés dans le conflit, enchaînent les victoires au Japon. Et le 8 novembre 1942, c'est l'opération Torche. Les Alliés débarquent en Algérie française. Carmy, le jour où il apprend le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, à Alger, en novembre 1942. D'abord, il est fou de joie, ce qui est important, parce que ça veut dire qu'il est content quand les Américains et les Anglais débarquent. Mais quand la conséquence, c'est l'invasion de la zone sud par les troupes allemandes, ça devient une catastrophe, puisque tous ces efforts de camouflage risquent de tomber aux mains des Allemands. 3 jours après le débarquement, en représailles, l'Allemagne envahit la zone libre et occupe ainsi l'ensemble de la France. La Wehrmacht patrouille désormais dans Lyon. Pour se protéger des Allemands, Carmy envoie 2 de ses proches collaborateurs dissimuler les données compromettantes dans un séminaire jésuite de la banlieue lyonnaise. Il caresse l'espoir de pouvoir les réutiliser très vite. Le signal ne saurait tarder. Et là, il y a un certain nombre d'officiers qui pensent que Pétain va quitter enfin la France, va quitter la métropole, pour aller se réfugier par exemple en Afrique du Nord, et reprendre la lutte depuis l'Afrique du Nord. Et dans cette perspective-là, effectivement, toutes les actions qui ont été menées par ces officiers supérieurs de l'armée, d'espionnage, de camouflage, de fichiers de mobilisation, etc., tout ça, ça peut cristalliser, ça peut devenir réel. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Sauf que Pétain ne part pas en Afrique du Nord. Sauf que Pétain ne s'oppose pas. René Carmy est anti-allemand. Résolument, l'ennemi, c'est l'allemand. On peut en déduire, après novembre 1942, sa déconvenue de l'attitude du chef de l'État. Ceci dit, il tente le tout pour le tout. Il espère pendant quelques semaines que Pétain, que l'armée française va réagir contre le coup de force allemand. Et une de ces manifestations dont on a des témoignages, c'est qu'il fait faire une démonstration
au maréchal Pétain lui-même des possibilités de ces machines mécanographiques. La rencontre a lieu un peu moins d'un mois après l'invasion de la zone libre. Un témoin la raconte. À l'issue de la visite, M. Carmy a décrit en détail le fonctionnement et l'emploi possible de ces fichiers. M. Carmy exposant qu'on pouvait réunir les éléments de plusieurs divisions, le maréchal a demandé « Combien ?» Mais Pétain ne donnera aucune suite. Si Carmy est prêt, Vichy ne l'est pas. Il ne l'a d'ailleurs jamais été. C'est un fait qu'il n'y a pas eu de double jeu, que la revanche, c'était une illusion, même si parfois le gouvernement de Vichy a pu fermer les yeux sur certaines choses. En tous les cas, il a choisi, et que le camp est bien celui de l'Allemagne. Vichy, c'est le contraire de la résistance. Donc il y a un moment, en fait, où les deux termes la contradiction est trop forte. Donc on ne peut pas être les deux simultanément. On peut peut-être l'être ou penser l'être jusqu'à un certain point, mais il y a un moment où c'est plus possible. Et donc, oui, à ce moment-là, pour basculer vraiment dans la résistance, il faut quitter Vichy. Il faut quitter Vichy. Pour Carmy, c'est l'heure des choix. Est-ce qu'il faut tout abandonner? Quitter son poste? Oublier le fichier démobilisable? Tous ces risques pour rien? À moins qu'il puisse être utile là où il est. La résistance a tout intérêt à compter dans ses rangs des gens qui occupent ces positions-là. Et les grands mouvements de résistance, d'ailleurs, ne s'y trompent pas. Hein. Ils mettent en place des structures de noyautage des administrations publiques. Et dès janvier 1943, il est sollicité par un réseau résistant de zone sud, le réseau Marco Polo, un réseau de renseignement gaulliste. Cette résistance, c'est celle qu'on apprend tous en cours d'histoire, celle des maquis, des postes radio, des faux papiers. René Carmy est recruté par une dactylo de son service. D'après ce que nous disent diverses sources archivistiques, René Carmy est recruté par celle qu'on appellera Jackie. Probablement qu'elle a une relation de confiance avec René Carmy, qu'elle a pu un petit peu détecter son sentiment par rapport aux Allemands, son sentiment par rapport à la résistance au sein du service des statistiques. Au sein du réseau, on va lui donner un grade de sous-lieutenant, ce qui est un grade assez bas dans la hiérarchie militaire, et qui ne correspond en rien avec son grade très élevé, officiel. Malgré tout, au sein du réseau, il semble avoir une place assez importante, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un VIP. On le considère comme quelqu'un qui a une place officielle très élevée, donc on le ménage, on fait attention à sa parole, on fait attention à ce qu'il dit. Une des aides les plus précieuses que fournit René Carmy, ce sont de faux papiers, réalisés avec des identités de personnes décédées. Une information connue de son service. C'est très certainement Jackie, son agent de liaison, qui les fait parvenir aux résistants ou aux juifs pourchassés. Elle transmet aussi des renseignements stratégiques, notés par Carmy. Ce qu'il pouvait fournir officiellement à son administration, à sa hiérarchie, il pouvait également les fournir en même temps au réseau, pour que les réseaux et Londres, consécutivement, aient les mêmes types de renseignements. Ça pouvait être toutes sortes de statistiques, en fait, sur même économiques, enfin démographiques, sur les personnes requises pour le service du travail obligatoire. On ne peut pas se mettre dans la tête de Carmy, mais d'après les sources archivistiques, d'après les témoignages, on a l'impression que l'engagement de Carmy restait très fort. En mai 1943, René Carmy fait un discours aux étudiants de Polytechnique. Un discours très solennel, un appel à la liberté. Aucune force au monde ne peut vous empêcher de vous rappeler que vous êtes les héritiers de ceux qui ont défendu le sol de France. Souvenez-vous-en.
Aucune force au monde ne peut vous empêcher de savoir que la liberté de penser a toujours existé sur la montagne Sainte-Geneviève, avec rigueur et ténacité. Souvenez-vous-en. René Carmi est enthousiaste. En Tunisie, les soldats alliés viennent de remporter une victoire. Parmi eux, des combattants français mobilisés grâce au bureau algérois du service de la statistique. Une réussite, enfin. S'il y a un endroit où la mobilisation clandestine prévue par Carmi a servi, c'est à Alger. Elle a servi à la mobilisation des armées françaises qui ont contribué en Tunisie à lutter contre le maréchal Rommel qui a occupé la Tunisie en 1943. En ce qui concerne le fonctionnement précis en Afrique du Nord, on n'est pas en mesure, me semble-t-il, à l'heure actuelle, en fonction de l'état actuel des archives, ou de notre connaissance des archives, d'aller plus loin. Mais cela a fonctionné. En métropole, Carmi espère que son dispositif pourra servir à un autre débarquement. Très prudemment, il continue de chercher à identifier des hommes mobilisables. C'est seulement dans la fin 1943, au deuxième semestre 1943, que les Allemands commencent à se douter que ces activités servent aussi à préparer des mobilisations particulières de spécialistes notamment qui devraient servir aux armées alliées. Donc il se doute et progressivement il est mis sous surveillance, si je puis dire. René Carmi n'est pas très à l'aise au niveau de l'Institut national des statistiques parce que le chef du personnel et sans doute d'autres personnes sont des collaborateurs notoires, dont ce chef de personnel qui est, semble-t-il, un responsable de la milice. René Carmi donc, a sans cesse peur de faire des maladresses et se sent même espionné à l'intérieur de l'institut qu'il dirige. L'étau policier se resserre. Mais ce n'est pas tout. Les administrations de Vichy tentent de récupérer les fichiers du service de statistique. On lui demande de fournir des listes de jeunes hommes à envoyer en Allemagne au service du travail obligatoire, le STO. Carmi le sent bien, son outil lui échappe. Ultime geste de bravoure ou de désespoir, le 24 janvier 1944, il tente de s'opposer aux requêtes de Vichy. J'attire votre attention sur le fait que mon service est astreint au secret professionnel et que ses attributions sont purement statistiques à l'exclusion de tout rôle de police. C'est assez intéressant que Carmi ait plaidé pour non-utilisation policière de ces informations-là, parce qu'au final, c'était assez inéluctable. En France, on parle de l'effet cliquet, pour expliquer qu'une fois que le mécanisme est enclenché, il n'y a pas de retour en arrière. Les anglo-saxons ont un autre terme qui est un peu différent. Eux, ils parlent de mission creep, et en fait, le mission creep, ça désigne le détournement de finalité. C'est-à-dire que un fichier ou une technologie qui est utilisée pour répondre à un besoin à un instant T pourra demain être utilisé à d'autres fins. Le 3 février 1944, la Gestapo vient arrêter René Carmi dans son bureau. Il sera désigné comme grand ennemi de l'armée allemande ayant entretenu des relations avec Londres et aidé des groupes terroristes. Mais qui a pu dénoncer Carmi ? 2 jours auparavant, Jackie, l'agent qui l'a engagé dans le réseau Marco Polo, s'est fait arrêter, elle aussi. Il y a des témoignages qui ne sont pas vraiment à son avantage, qui expliquent que Jackie a une relation avec un officier allemand de la prison Montluc, qu'elle va aux interrogatoires, mais qu'elle revient, elle est souriante, épanouie. Et par ailleurs, il y a un témoignage assez précis d'une codétenue à la prison Montluc qui explique qu'elle a sur la conscience l'arrestation d'un général. Et ce général, c'est sans doute René Carmi, car Général, c'est son pseudo dans le réseau. La fin, elle est claire maintenant.
Incarcéré à la prison de Montluc, René Carmy est interrogé par les services lyonnais de la Gestapo, dirigés par Klaus Barbie. Les interrogatoires durent jusqu'à tard le soir et Carmy est malmené. Il va passer 4 mois en détention. Il y écrit une lettre à sa femme qu'il fait transmettre secrètement par un détenu libéré. Il y a un sonnet qui a été composé par René Carmy alors qu'il était à Montluc, dans la prison, et qui a été sorti dans l'ourlet d'un manteau. C'est un sonnet dédié à sa femme, qui est très émouvant compte tenu du contexte. Carmy était un homme qui avait beaucoup de sentiments et qui aimait beaucoup sa femme. À ma femme. 30 ans ont passé depuis notre mariage. Les roses de l'amour n'ont pas voulu faner et leurs pétales d'or ont toujours dominé le calme alanguissant ou le vent de l'orage. Et nous avons passé tout le temps de cet âge en un monde explosant en débris disloqués, où les peuples en fureur par Satan convoqués montraient dans leur laideur ce qu'est l'humaine rage. Le grand amour, le nôtre, est aussi rédempteur de l'humaine folie. Et l'espoir de nos cœurs a su demeurer fort parmi tous ceux qui passent. Le 2 juillet 1944, comme des milliers de résistants, René Carmy est déporté à Dachau, dans un convoi tristement célèbre, le train de la mort, qui vit 500 prisonniers mourir d'étouffement et de déshydratation. Paris est libéré le 25 août 1944, mais les combats ne sont pas terminés. Et les camps, encore moins libérés. Mais Carmy ne tiendra pas jusqu'à la fin de la guerre. Il meurt du typhus le 25 janvier 1945. Un de ses camarades de déportation témoignera. C'est dans la nudité, la misère, l'abjection physique, bien loin de son lit, que le contrôleur général Carmy rendit le dernier soupir. Une des choses que ma grand-mère m'a dit, c'est qu'il disait que la guerre est un système de sélection par le bas. C'est-à-dire que ceux qui reviennent sont ceux qui ne sont pas partis, en fait. Et qui sont restés à ne rien faire, quoi. La mobilisation qui était prévue était une mobilisation massive. Or, ce qui s'est passé, c'est une guerre de guérilla. Les guerres de la libération sont des guerres de guérilla. On n'a jamais eu besoin de mobiliser l'armée française. Donc, les projets de Carmy ne sont connus que de très peu de gens. René Carmy, par son action dans la résistance et en liaison avec les différentes organisations de la résistance, illustre à lui seul le rôle des obscurs, de ceux qui sont restés anonymes et pourtant qui ont donné leur vie pour la France, une France libre. C'est donc cela, l'histoire du fondateur de mon école. Cette histoire dont on ne m'a jamais parlé. Je comprends mieux maintenant les silences. D'un côté, René Carmy a tout du héros. Sa vie sacrifiée pour le pays, son génie visionnaire et la richesse qu'il nous en laisse. Mais d'un autre côté, il a ouvert la voie au fichage général de la population, à la collecte de données en masse et à leur utilisation policière. L'histoire de Carmy est très intéressante parce qu'elle pose des questions qui sont en fait extrêmement contemporaines. Il faut toujours imaginer que ces outils qu'on déploie pourront être demain utilisés à d'autres fins ou pourront tomber entre de mauvaises mains, à la faveur d'élections par exemple. Et donc ça nécessite, je trouve, un principe de précaution qui aujourd'hui n'est absolument pas appliqué, voire n'existe pas du tout en matière technologique. Pour protéger nos droits, dans les années 70, la France a bien créé la Commission nationale informatique et liberté. Mais aujourd'hui, elle n'a plus qu'un rôle consultatif sur la création de fichiers de police. Un contrôle sans contrainte. Aujourd'hui, on nous explique que finalement, on devrait faire confiance à l'État et que l'État est
est plus digne de confiance que le sont les grandes plateformes, par exemple. Mais je crois qu'il faut toujours être un peu maximaliste en matière de technologie, parce qu'aujourd'hui, on a des fichiers de police qui sont à la lisière quand même de ce profilage politique, philosophique, religieux, ethnique, syndical, et c'est extrêmement préoccupant. Pourquoi préoccupant ? Parce qu'hier, on voulait pouvoir identifier de façon certaine les Français grâce au numéro de sécurité sociale, le meilleur moyen de croiser tous les fichiers les concernant. Mais désormais, notre visage s'annonce comme notre nouvel identifiant, grâce à la reconnaissance faciale. Elle ouvre la voie à un contrôle d'identité permanent et général. On peut falsifier un numéro d'identification, surtout à l'époque de René Carmy, où la police ne disposait pas de dispositif qui permettait de vérifier en temps réel quoi que ce soit. Donc à l'époque, la falsification était relativement aisée. Aujourd'hui, on utilise la biométrie, de plus en plus. Et falsifier son visage, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Nul n'échappera à cette identification permanente, ni à cette vision moderne du carnet signalétique imaginé par Carmy. Un fichage total qui croise toutes les données concernant chaque individu et les rassemble sur leur visage. En Chine, la dystopie est devenue réalité, et les premiers à en pâtir sont bien sûr les minorités. Aujourd'hui, les Ouïghours au Xinjiang, donc cette minorité musulmane qui subit un génocide culturel perpétré par le pouvoir central pékinois, c'est une population qui est épiée dans le moindre de ses faits et gestes. Vous ne pouvez plus faire un pas dans la rue sans être suivi par des caméras de reconnaissance faciale, voire même parfois par des caméras qui maintenant tentent de détecter vos émotions ou d'analyser votre démarche. Si Carmy découvrait le monde de 2021, il serait peut-être assez effrayé justement de voir la manière dont il a peut-être contribué à ouvrir la boîte de Pandore, qui aujourd'hui est extrêmement difficile à refermer. Refermer la boîte. Appuyez sur le bouton stop. Est-ce encore possible ? Toute cette technologie s'invente dans la Silicon Valley, près de San Francisco. Et vous savez quoi ? C'est la première ville au monde à interdire toute utilisation policière de la reconnaissance faciale. Si l'on regarde dans l'histoire, ce sont les catégories marginalisées de la population qui ont été les plus soumises aux abus des technologies de surveillance, et ce de façon disproportionnée. La reconnaissance faciale est une technologie particulièrement dangereuse et oppressive, comme ce qui se passe actuellement en Chine avec les Ouïghours. En tant que responsables politiques, nous avons le devoir de protéger nos concitoyens contre les potentiels abus de ces technologies. J'aurais bien aimé que l'histoire de René Carmy soit connue. Qu'on me l'apprenne à l'école. Qu'on me dise « Tu n'auras le droit de toucher à ces données que si tu es consciente des dangers qu'elles représentent. » Mais surtout, ce que je souhaite aujourd'hui, à un pas du début de ma vie professionnelle, c'est que cette technologie que nous, statisticiens, avons entre les mains, ne devienne pas les armes de demain.